Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, ce soir, revient effectivement sur l'actualité telle que traitée par la rédaction de STV, sous fond de commentaires de l'invité de ce dimanche. Commentaires et analyse du haut de son présidium. La présidente du CPP, Cameroun People Party, est dans ce studio évidemment pour nous accompagner. Au cours de cette émission, on va reparcourir un certain nombre de faits. La loi de finances qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale, par le Parlement et sénateurs également. La loi de finances 2023. Il y a également ce regard qu'on va jeter sur la participation de l'équipe nationale de football, les Lions Indomptables, à la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. On parlera grandement des différentes crises qui secouent le Cameroun, crise sécuritaire, crise alimentaire, crise environnementale, mais aussi la transition politique, sans oublier la vie du parti, le CPP. Edith Kawala, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dipita. J'ai failli vous dire bonne année 2022. Je crois que c'est peut-être la première fois qu'on se voit cette Exactement. année, effectivement. Je veux dire, à un moment, on a eu l'impression que Kawala a complètement disparu de la circulation politique, de l'actualité, très peu présente ces dernières années. Donc, on craint une démission de la vie politique. Pas du tout, pas du tout. Très peu présente sur les médias classiques. Nous avons au niveau du CPP, comme vous le savez, nous faisons partie de Stand Up for Cameroun. Absolument. En 2021, on a subi, en fin 2020, on a subi l'arrestation de 5 de nos membres. D'accord. Ça a pris beaucoup de travail, de plaidoyer, de soutien. C'est horrible. Le nombre de Camerounais qui sont en prison, qui sont des prisonniers politiques, qui sont des personnes qui ont été arrêtées de manière complètement illégale, de manière complètement arbitraire et qui sont en prison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand vous dites de manière illégale, on a l'impression que ça finit par être un slogan politique, ça devient comme une redondance dans le discours politique. Qu'est-ce que vous y mettez? Manière illégale, manière arbitraire? Ok. Alors, la loi camerounaise prévoit 3 manières d'arrêter quelqu'un. Okay. Soit on vous trouve, Monsieur Dipita, en flagrant délit, en train de commettre un crime. Absolument. Là, on est en droit de vous arrêter. Soit on vous soupçonne peut-être de quelque chose, quelqu'un a peut-être mentionné votre nom, on vous convoque en bonne et due forme avec une convocation pour venir au commissariat. Vous venez au commissariat, auquel moment vous avez droit à un avocat, n'est-ce pas? Vous arrivez au commissariat et pendant le cours de l'enquête au commissariat, on constate que effectivement, Monsieur Dipita, on a suffisamment d'éléments qui nous permettent de le garder. D'accord. 3e possibilité, c'est que la police, en menant une enquête, estime qu'il faut qu'ils vous arrêtent. Ils vont alors voir un juge. Le juge émet un mandat d'arrêt et là, on vient exécuter le mandat d'arrêt et là, on vous arrête. Mais au Cameroun, malheureusement, si on applique la loi, Monsieur Dipita, plus de 80% des personnes dans nos prisons sortent aujourd'hui. Parce qu'on arrête les Camerounais dans toutes les manières, sauf les 3 cas que je viens de citer. Absolument. Donc, nos militants sont arrêtés, ils sortent d'une réunion à notre siège, convoqués par des responsables de Stand Up for Cameroun. Ils sont à la réunion avec une 15aine de personnes. On n'arrête personne d'autre. Eux, on les arrête en route quand ils ont déjà quitté la réunion. Nous, on se présente dès leur arrestation pour dire mais nous sommes les responsables de ce mouvement, etc. Si quelque chose, s'il y a eu un problème quelconque, arrêtez-nous. Parce que nous, on a convoqué, ça c'est des simples militants. Non, on ne nous arrête pas et il faut 18 mois de ces jeunes en prison pour
les faire sortir. Et pendant qu'ils sont là, bien sûr, nous avons déjà en prison ceux de la crise anglophone, les prisonniers de la crise anglophone, qui continuent à être arrêtés. Nous venons de recevoir les rapports des dernières semaines. On continue dans le nord-ouest et le sud-ouest d'arrêter des personnes qui sont simplement en train de marcher en route. On les prend, hop, on continue avec des arrestations. L'État du Cameroun arrête des personnes et les garde incommunicables. Et à ce jour, où en êtes-vous avec les procédures? Alors, pour les militants de Stand Up for Cameroun, on a pu avoir une date parce que parfois on se bat comme ça tout simplement pour que ceux qui ont été arrêtés passent devant le juge. Hein? Donc, pour nous, il a fallu 18 mois pour qu'ils puissent enfin passer devant le juge et on les a trouvés pas coupables de ce dont ils étaient accusés. Maintenant, pour les autres, on estime à quelques milliers des personnes détenues dans les prisons un peu partout au Cameroun dans le cadre de la crise anglophone. Nous avons les camarades politiques du MRC qui sont encore en prison. Nous avons des personnes dans le cadre de la lutte contre Boko Haram qui sont encore en prison. Donc, nous avons opté en 2021-2022 de nous concentrer un peu sur la prise en charge de ces personnes-là, les plaidoyer pour qu'ils sortent de là, le travail avec les avocats. C'est un travail énorme. Avez-vous le sentiment d'avoir une oreille à l'écoute? Avez-vous le sentiment que vous faites bouger les lignes dans ces démarches? On a le sentiment d'y mettre énormément d'efforts pour avoir des comptes-gouttes de résultats souvent illogiques, hein, parce que souvent le régime Biya a cela que souvent je suis en train d'aller faire le plaidoyer pour monsieur Dipita et c'est plutôt Madame Songué qui est relaxée et on ne comprend pas très bien sur quelle base ces décisions sont prises. Mais il est très important pour les Camerounais de comprendre qu'il faut qu'on continue ce travail. On a besoin, une chose dont on a besoin, c'est des mains, des têtes, des personnes pour faire ce travail. C'est un travail énorme. Aujourd'hui, on essaye juste d'avoir des bases de données correctes sur le nombre de personnes effectivement arrêtées. Hein, leur nom, où est-ce qu'ils sont arrêtés, où est-ce qu'ils sont détenus, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de travail et on fait appel, comme toujours, aux Camerounais de venir aider parce que l'arrestation... Avez-vous un retour sur cet appel? Avez-vous le sentiment que vous êtes soutenu dans vos démarches ou alors c'est comme si l'opinion a baissé les bras? Non. Heureusement, il y a toujours des personnes. Il y a toujours des personnes prêtes à travailler, heureusement, sinon on n'aurait pas pu. Et ce que je peux vous dire, cet après-midi, par exemple, j'ai passé l'après-midi avec un groupe formidable qui travaille actuellement sur pour l'ensemble des prisonniers, une campagne qui s'appelle le Release Them Campaign, qui s'est mis ensemble avec Stand Up for Cameroun pour travailler. Donc, il y a toujours des Camerounais, mais on en a toujours besoin de plus. Alors, pour finir avec le parti, puisqu'on a commencé par là, 2023, c'est une autre année. Oui. Quelles sont les projections, les perspectives? Qu'est-ce que vous entendez faire? Une année électorale, puisqu'il y a au moins les sénatoriales qui sont envisagées, annoncées. Le CPP, ce n'est pas la première fois que le CPP dit non aux élections. Est-ce que cette année, vous allez vous décider? Ou du moins en 2023? Monsieur Dipita, on a évité le ridicule jusqu'ici. Je crois qu'on va s'en tenir. Ah, donc ceux qui participent sont dans le ridicule? Les élections, c'est du ridicule au Cameroun. Et ça a été prouvé à maintes reprises. Il y a des personnes qui sont en prison aujourd'hui, tout simplement parce que ils sont allés aux élections et ils ont voulu défendre leurs droits dans le cadre de ce système électoral. Donc, comme tous les problèmes camerounais, si on commence à faire semblant, à jouer en surface,
à jouer en... ben nous aussi, on veut être la République. Il n'y a pas de République, mais il y a des gens qui veulent être républicains. Ça n'a pas de sens. Donc, nous, notre travail va constituer à... on revient, vous allez nous voir beaucoup plus, on va plus vous rendre visite, parce qu'on estime qu'il faut remobiliser les Camerounais. Il faut que les Camerounais se rendent compte que le pays est dans une situation telle que si chacun ne met pas la main à la pâte, la catastrophe est devant nous. On n'a pas besoin de le décrire. À quoi servira la remobilisation si ce n'est pas faire un remplacement, un changement par les urnes? À quoi servira la mobilisation si ce n'est pas d'impacter et faire bouger les lignes? Nous, on n'a pas changé notre programme politique. Notre programme politique est celui d'une transition politique pour le Cameroun par la refondation de la nation. Ça passe par quoi? Par les urnes? Ça passe, non. Non. Tant que le régime Biya est au pouvoir, on ne va pas aux élections avec une dictature. On fait donc comment pour obtenir le changement? On obtient le changement par l'action non violente des citoyens. C'est-à-dire, vous allez dans les rues et puis le président quitte le palais? Si ça devient nécessaire, absolument. C'est la dernière étape. C'est pas une forme de coup d'État? Ah bon, le Mali, la Guinée, le Burkina... Vous citez bien des exemples qui ne sont pas passés par des urnes. Voilà, et qui ne sont pas des coups d'État. Qui n'ont aucun procédé démocratique. Qui ne sont pas des coups d'État. Non, on n'est pas dans une... Il n'y a aucun procédé démocratique au Cameroun depuis 60 ans. Pourtant, il y a des élections pratiquement tous les 7 ans. Non, mais les élections où le RDPC est en même temps... Hein, donc, vous demandez imaginez qu'on soit à la Coupe du Monde, là. Hein, on en parle dans un instant. Oui. Imaginez qu'on soit à la Coupe du Monde. Ils étaient quoi, 32 équipes cette fois-ci? Voilà, 32 équipes. Et qu'une des équipes a tous les arbitres. Et qu'une des équipes est président de la FIFA. Et qu'une des équipes a tous les linesmen. Hein, là, vous allez jouer? Vous trouvez ça normal? Je vous renvoie la question. Non. On est Camerounais, on est tous Camerounais. Vous allez jouer? Vous estimez que Elecam et tout le dispositif électoral en place au Cameroun... Est-ce que c'est une estimation, M. Dipita? Je ne sais pas. Non, je pose la question. Vous le savez, vous êtes journaliste. Je ne sais pas, madame. On prend le CV des personnes qui sont à la tête d'Elecam. On prend l'élection présidentielle. Le président Biya va être candidat. Hein. Il est en même temps la personne qui a nommé, n'est-ce pas, le directeur exécutif. Mais dans ce cas, changer les lois, puisque la loi le prévoit. D'Elecam. On ne peut pas changer la loi tant qu'on est en situation de dictature. La dictature contrôle tout. C'est pour ça qu'il est important que la population s'exprime d'ailleurs parce que nous sommes en retard, mieux qu'en Guinée, mieux qu'au Mali, parce que nous, on a la chance d'apprendre. Est-ce que le silence jusqu'à présent, ce n'est pas la première fois que vous faites cet Absolument. appel, mais est-ce que le silence ou alors la non-réaction ou alors le fait que la population ne suive pas ce chemin n'est pas une réponse qui vous apparaît sur le visage? Monsieur Dipita. Madame la Présidente. Vous êtes au courant que les Iraniens sont dans les rues aujourd'hui? Bien sûr. Ça fait combien d'années? Je ne sais pas. Beaucoup. Vous pensiez que si ceux qui travaillent en Iran, qui mobilisent la population, avaient baissé les bras, qu'aujourd'hui ils seraient dans la rue? Mais s'ils sont toujours dans la rue, ça veut dire que ce n'est pas forcément la solution. Ils sont dans la rue. S'ils ont mis autant de temps dans la rue, ça veut dire que ce n'est pas forcément la solution. Ah non. Vous n'allez pas rester 40 ans au pouvoir et puis claquer les doigts et avoir le changement, M. Justement, ça fait 40 ans que le peuple au Cameroun ne va pas dans la rue. Non, ça c'est that is a fallacy. Hein? C'est incorrect, historiquement. Le peuple camerounais est allé dans la rue à plusieurs reprises. Et on a vu les résultats. Le fait qu'on n'a pas encore atteint l'objectif final veut dire une seule chose, qu'il faut continuer. Monsieur Dipita, aujourd'hui, vous envoyez vos enfants en Afrique du Sud. Ils sont allés dans la rue pendant combien d'années là-bas?
pour avoir la liberté qui vous permet maintenant d'envoyer vos enfants là-bas. Vous envoyez vos enfants aux États-Unis en tant que des Noirs. Les Noirs aux États-Unis ont lutté pendant combien de temps pour avoir la liberté qui vous permet, vous, donc maintenant, vous allez lutter jusqu'à ce que vous obteniez un résultat. C'est ce qu'on va obtenir. Bien sûr. Et tous les Camerounais devraient. Pas seulement nous. Ce n'est pas une lutte partisane. On n'en est pas encore à la lutte partisane. On souhaite, on aimerait bien en tant que parti politique faire juste notre travail de parti politique, mais on n'en est pas encore là, malheureusement. D'accord. Le CPP en 2023? Le CPP en 2023 sera sur... allez-y, je pense que... Est-ce que réalise l'émission nous dira s'il y a des... Ça devrait aller. Comme je parle avec beaucoup de passion, j'ai bougé mon micro, mais apparemment ça va. Donc, le CPP en 2023, là, actuellement, nous sommes sur plusieurs chantiers. D'accord. J'ai cité le premier, c'est-à-dire les libertés, et notamment la libération de tous ceux qui sont injustement actuellement en prison. Deuxième chantier, je crois qu'on va en parler tout de suite, la loi des finances qui va impacter les Camerounais dans leur poche. Et troisième chantier, la situation sécuritaire du pays, sur lequel nous avons travaillé aussi depuis des années, les crises à l'extrême nord et dans les zones anglophones. Tout ceci pour mobiliser les Camerounais pour la transition politique. D'accord. Commençons donc par les finances. Oui. Et pour mettre les téléspectateurs dans le bain, on va reprogrammer ou on va à nouveau diffuser le reportage qui a été fait par nos confrères de Yaoundé, STV Yaoundé avec Olivier Bouziqueux. Il s'agit évidemment de la soirée d'adoption de cette loi de finances. Pas moins de 9 heures de temps. Suivez plutôt. Le projet de loi de finances de 2023 est validé par les députés. Les membres de la Chambre basse du Parlement camerounais ont adopté le budget évalué à plus de 6 345 milliards de francs CFA aux premières heures de ce lundi 5 décembre 2022. Ceci après plus de 9 heures d'échanges avec les 15 ministres, parmi lesquels le ministre des Finances. L'enveloppe budgétaire pour l'exercice 2023 se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 6 345,1 milliards de francs CFA, soit une augmentation de près de 265 milliards de francs CFA par rapport à 2022. Le budget 2023 consacre l'augmentation des prix de plusieurs services au Cameroun. Le timbre fiscal passe de 1 000 à 1 500 francs CFA. Le droit de mutation du titre foncier passe à 4%. Le certificat de propriété à 25 000 francs CFA, la prénotation judiciaire passe à 250 000 francs CFA et les visas d'entrée au Cameroun. Dans la composante recettes, le gouvernement a l'ambition de mobiliser plus de 3 528 milliards de francs CFA de rentrées fiscales aux douanières, soit une hausse de 379 milliards en comparaison à 2022. Les recettes pétrolières et gazières, qui intègrent les revenus de la vente et de l'impôt sur les sociétés pétrolières, sont projetées à 807 milliards de francs CFA. Autre source de financement attendue, les appuis des bailleurs de fonds internationaux à près de 281 milliards de francs CFA et les décaissements des prêts projets à plus de 795 milliards de francs CFA. Lors de la présentation du programme économique, financier, social et culturel de 2023, le Premier ministre a expliqué que ce budget va servir à la lutte contre l'insécurité, la promotion de la politique d'import-substitution, la mise en œuvre du compte d'affectation pour la reconstruction des régions en crise et la poursuite de l'accélération de la décentralisation. Un reportage de Inès Panga avec toute l'équipe de Yaoundé, Dieudonné Yassa, Frédéric Forme et Olivier Bouziqueux. Alors, Madame la Présidente, 6 300 milliards pour 2023, mais on voit bien qu'un certain nombre de postes ont été ou alors sont impactés en termes d'augmentation d'impôts. D'abord, vous avez une analyse de ce budget, une lecture. Qu'est-ce que vous en retenez? Oui, bien sûr. Donc, moi, je voudrais dire d'abord, parce que les Camerounais, je crois, ne se rendent suffisamment pas compte qu'il s'agit de notre argent. Le gouvernement n'a pas d'argent. Le seul argent que le gouvernement a, c'est notre argent qu'on lui confie à gérer pour nous.
Et quand on lui confie cet argent-là, on se dit, il faut qu'il fasse une bonne gestion des finances publiques. Donc, qu'il mette les dépenses sur les dépenses prioritaires, qu'il ne fasse pas de gaspillage, qu'il ne fasse surtout pas de vol et qu'il met, comme nous tous on le fait, un peu d'argent de côté, un peu d'épargne pour les jours difficiles, n'est-ce pas? Et que même il fasse des investissements avec les surplus qui peut y avoir. Donc, si on prend la loi des finances 2023 actuellement, sans tenir compte de l'évolution que nous avons fait ces dernières années, on aura une mauvaise lecture. On a une situation où le Cameroun, jusqu'en 2015, on a un taux de croissance de notre PIB d'environ 5,8%. Absolument. Pas assez, mais on est dans la bonne direction. 2016, crise anglophone. On chute entre 2015 et 2019. Avant le Covid, parce qu'aujourd'hui, on nous parle seulement du Covid, mais entre 2015 et 2019, on chute et on arrive à une croissance de 3,8%. Donc, on perd pratiquement 2 points de croissance. Pourquoi? Parce que la gouvernance se permet d'entrer dans une guerre qui n'a pas de sens. Et de commencer à faire des dépenses inutiles, parce que ce qu'on oublie avec les guerres, c'est extrêmement coûteux. Et non seulement c'est extrêmement coûteux, mais en permettant à la guerre de continuer, ça fait 6 ans maintenant en zone anglophone, ça fait plus de 12 ans à l'extrême nord, ces zones ne sont pas productives, ne contribuent pas à l'économie. Alors je suggère qu'on prenne cet autre reportage qui va suivre, qui va parler de la corruption, mais on revient sur le commentaire de la loi de finances tout à l'heure. FX. Les secteurs de la Merci. Les marchés publics, les affaires sociales, les enseignements secondaires, la santé publique, la lutte contre le désordre urbain, les banques sont les plus touchées par la corruption dans la région. Alors, retour à l'antenne. Il faut peut-être laisser le reportage se poursuivre jusqu'à la fin. Ça nous permettra de mieux... FX, on va suivre ce reportage sur la corruption, c'est important pour la suite. On va faire d'une pierre deux coups. Les secteurs de la délivrance des titres de transport, les marchés publics, les affaires sociales, les enseignements secondaires, la santé publique, la lutte contre le désordre urbain, les banques sont les plus touchées par la corruption dans la région du littoral. La CONAC a été saisie de 365 dénonciations. Ces dossiers concernent plusieurs secteurs d'activité. La délivrance des titres de transport, les marchés publics, les affaires sociales, la lutte contre le désordre urbain, la liquidation des droits à des ex-employés, le secteur bancaire, les enseignements secondaires, la santé publique, les collectivités territoriales décentralisées, la cybercriminalité. Sur la période allant du 5 au 8 décembre 2022, des victimes d'actes de corruption sont entrées en contact avec la Commission nationale anticorruption pour dénoncer ces pratiques. 40 dénonciations par appel téléphonique sur le numéro vert 1517. 125 par le numéro WhatsApp le 658 26 26 82. 180 par l'adresse électronique info@conac.cmcm. 20 par des visites directes ici dans les services du gouverneur de la région du littoral, siège de cette opération spéciale clinique anticorruption. Et aussi pour avoir réparation.
Au cours de la campagne baptisée Clinique anticorruption menée dans la région du littoral, des résultats concrets sont obtenus. Entre autres, des poursuites judiciaires et des remboursements de sommes estorquées aux plaignants. L'interpellation et la mise à la disposition de la justice du nommé Dikoumé Yves, maître d'éducation physique et sportive, en service au centre d'observation et d'accueil de Bepanda à Douala. Cet homme qui a avoué être un démarcheur, ça c'est le problème des démarcheurs, a été interpellé le 6 décembre 2022 à l'esplanade de la délégation départementale des transports du Vouri, suite à la requête de Sierre X qui l'accuse de lui avoir délivré un faux document numéro 70 88 11 relatif à la demande du permis de conduire moyennant le versement de frais à son bénéfice. La victime, qui affirme avoir perdu son emploi à cause de ce faux document, a saisi la CONAC. Du 5 au 8 décembre 2022, la CONAC est installée dans les services du gouverneur de la région du littoral à Bonanjo, à Douala. C'est dans le cadre des activités de célébration de la 20e Journée internationale des Nations Unies de lutte contre la corruption ce 9 décembre. L'activité, baptisée Clinique anticorruption, a pour but de rapprocher l'organisme public des citoyens. Retour donc sur le plateau, on poursuit cet échange avec la présidente du CPP, Edith Kawalet, dans ce studio, évidemment. On parle de la corruption, mais également de la loi de finances 2023. Vous en étiez à sensibiliser l'opinion et à dire... Oui, et à dire, le reportage est vraiment très bien tombé, parce que le gouvernement est supposé alors gérer notre argent. Un bon père de famille. Non, plus que ça. Parce que le père de famille n'a pas les experts qu'a notre gouvernement, n'a pas l'appui technique, n'a pas toutes ces ressources. Et nous constatons, j'expliquais alors qu'on est sur une pente de croissance bien insuffisante, hein, à 5,8, mais quand même nettement meilleure aux 2 points qu'on perd entre 2015 et 2019. Je vais donner un autre chiffre. Cette année, à ce jour, le Cameroun a signé des engagements d'emprunt extérieur pour environ 425 milliards de francs CFA, 424 et poussière. Les 3 mois où on a coupé l'Internet, en 2017, vous vous rappelez de ça? Les 3 mois où on a coupé l'Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'estimation, c'est que l'économie a perdu 499 milliards de francs CFA. Donc, on a perdu en ces 3 mois plus que ce que nous partons emprunter aujourd'hui pour pouvoir tenir. Donc, c'est pour dire que ne prenons pas cette loi de finances en décembre 2022. C'est une conséquence. C'est une conséquence, en fait. En fait, on a mal géré, on n'a jamais pris les réformes économiques qu'il fallait pour que notre économie, qui a tout le potentiel du monde, puisse effectivement décoller. Donc, et quand l'économie ne décolle pas, l'argent de l'État, c'est les taxes, principalement, c'est les droits de douane. Et si l'économie ne se porte pas bien, l'État n'a pas assez d'argent. Si en plus de ça, l'État passe son temps à s'engager dans des dépenses qui n'auraient pas dû avoir lieu, on perd encore de l'argent. Si en plus de ça, on vole, parce que c'est ça, il faut le dire, là, on a plus de 300 milliards de francs CFA que nous avons pris au niveau du FMI en 2020 pour lutter contre le Covid. L'audit de l'État lui-même dit « nous avons volé ». C'est ce que dit cet audit. On a volé la Chambre des comptes. 70 à 80% de cet argent. Monsieur Dipita, ça c'est 2020. Le rapport est sorti en 2021. Nous sommes en fin 2022.
on a maintenu des voleurs en poste pour continuer à gérer notre argent? C'est en fait ça. Parce que je ne sais pas, peut-être vous, en tant que journaliste, vous connaissez quelqu'un qui a été inquiété à cause des fonds Covid. Donc, voilà, nous, les Camerounais doivent comprendre que nous avons confié notre argent à quelqu'un qui fait des mauvaises dépenses, qui vole une partie de l'argent et qui aujourd'hui dit, comme je n'ai plus d'argent, hein, je viens chez vous à qui je n'ai pas géré pour pouvoir avoir une économie en croissance, chez vous à qui je n'ai pas pu donner de l'emploi, chez vous à qui je n'ai même pas pu augmenter le SMIC depuis je ne sais combien d'années, vous allez encore venir combler le vide. Vous allez, parce qu'on emprunte de plus en plus. Notre dette croît d'année en année. Cette année, environ 11,9% depuis l'année dernière. Ça représente aujourd'hui 45,8 ou 9 de notre PIB. Et on aura les gens du gouvernement pour nous dire « Ah oui, mais le seuil de la CEMAC, c'est 70%. Sauf que là n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que vous faites avec ce que vous empruntez? Monsieur Dipitassi, je viens chez vous aujourd'hui et je vous dis, voilà, j'emprunte pour construire une boutique où je vais vendre tant par an, etc. C'est un emprunt productif. Vous dites, OK, oui, peut-être. Mais si j'emprunte et que je vais... les stades de la CAN, on en est où? Ça nous produit quoi aujourd'hui? Ça nous a coûté combien? Et qu'est-ce que ça nous produit aujourd'hui? J'emprunte, j'ai emprunté l'argent du Covid pour remplir la poche des particuliers. J'ai emprunté à des taux d'intérêt. Le service de la dette, juste le service de la dette, donc juste le taux d'intérêt, les taux d'intérêt qu'on paye et qui, une partie est fluctuante. Ça veut dire que quand les cours changent dans les marchés internationaux, comme nous sommes dépendants, on n'a pas une monnaie indépendante. Donc quand la monnaie change, parce qu'on a plus de 75% de nos dettes sont en devises étrangères. Donc quand la monnaie change là-bas, le montant que nous, on doit, ça change. Mais qu'est-ce que vous proposez, Madame la Présidente? Alors, première des choses, c'est lié à la première partie. On ne va rien faire avec ces gens qui sont au pouvoir. Ça fait 40 ans qu'ils sont là. C'est ici qu'ils nous ont amenés. Donc, ils doivent partir. Les Camerounais, aujourd'hui, doivent, par rapport à cette loi des finances, on ne demande, parce que je sais que vous avez peur d'aller dans la rue, mais on ne demande pas, la rue, c'est la dernière. C'est la dernière étape, c'est pas la première. Aller dans la rue, c'est codifié. C'est la dernière étape, c'est pas la première. À remplir. Avant d'aller dans la rue, la première des choses, par exemple, sur cette loi des finances, c'est pourquoi ça fait partie de nos chantiers. Les Camerounais doivent s'informer. On a commencé à faire, nous, on fait un travail de sensibilisation, on fait des réunions sur Internet, on commence à faire des réunions en personne. Aujourd'hui, on demande à tous les groupes professionnels, tous les groupes, tout le monde qui ne comprend pas la loi, de venir vers nous pour qu'on s'assoie et qu'on discute avec eux et on regarde les parties qui les concernent pour qu'ils se rendent compte de l'impact que ça va avoir sur leur activité. Première chose, comprendre. Il faut prendre le temps. C'est notre argent. Il faut prendre le temps de comprendre. Deuxième chose, c'est qu'il faut maintenant utiliser les différentes voies. Il y a des voies de contrôle sur le gouvernement. Il faut utiliser ces voies-là pour écrire, pour exiger des réunions, pour demander, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous voyez, et en fin de compte, il faut être prêt à protester. Si on ne proteste pas, rien ne va se passer. Et on a un problème global avec la loi des finances, dans le processus.
le gouvernement, comment dire, fait une lettre de ses intentions, de comment est-ce qu'il compte la direction dans laquelle ils vont aller avec le budget au mois de juin. Ça passe souvent très inaperçu, sauf par nous les politiques, on commence à crier, mais les gens ont tendance à ne pas écouter en ce moment-là parce que ce n'est pas imminent. Or, ça devrait être obligatoire, comme ce l'est dans les pays comme l'Afrique du Sud, même l'Ouganda, etc., le débat public sur les propositions que fait le gouvernement devrait se passer entre juin et novembre pour permettre aux Camerounais d'influencer. C'est notre loi, c'est notre argent. Personne dans le gouvernement, ni Paul Biya, c'est nous qui payons le salaire de Paul Biya et tous ses ministres. La femme qui vend au bord de la route là et qui paye à la commune sa petite place pour vendre ses oranges, elle contribue au salaire de Paul Biya. Elle contribue au salaire des ministres. Donc c'est son argent. Il faut que dans le processus, on ait des mécanismes qui permettent aux Camerounais de débattre de cette loi des finances. C'est un scandale ce qui se passe, où on donne la loi, même aux députés RDPC, on leur donne la loi à quelques heures du vote. Et puis on entre, on vote, etc. Et ce n'est que les très grands lobbies, par exemple dans la proposition de loi, il y avait des taxes pour augmenter les taxes sur le riz importé, qui finalement ont été enlevées. Donc seuls les groupes très puissants arrivent à influencer cette loi. Or, ce n'est pas l'argent des puissants, c'est notre argent. Chaque fois que vous et moi, on achète une bouteille de Tanguy, on paye la TVA sur le Tanguy. On est en train de donner. C'est cet argent-là qui est dans cette loi des finances. À côté de la dénonciation, vous parlez des groupes de pression, de la mobilisation. Ça, concrètement, ça se passe comment? Concrètement, ça veut dire, je vais prendre, j'avais une discussion avec une association des artisans du bois. Okay. La loi touche beaucoup au bois. Parce que le gouvernement présente des bonnes intentions, ce qui semble être de bonnes intentions. Voilà, on ne veut plus exporter des grumes, on veut ajouter la valeur sur le plan local. Excellent. Sauf que, quel est le dispositif d'accompagnement pour les artisans? Comment ils vont faire juste pour acheter le bois? Vous savez que pour les artisans, obtenir le bois, c'est la croix et la bannière. Deuxièmement, comment ils vont faire pour transformer? Ils vont acquérir le matériel comment? Sans financement. Et s'ils acquièrent le matériel, il y a des Camerounais qui ont investi dans les scies, dans les séchoirs, etc., etc. Monsieur Dipita, il n'y a pas l'électricité. Donc, ils commencent à sécher le bois, la machine qui devait tourner peut-être pendant X nombre de jours, bof, il y a coupure, il faut qu'il recommence la série, et à chaque fois, c'est le coût, c'est l'endommagement de ces machines, etc. Donc, notre gouvernement, en termes de ce qu'on doit faire, on doit se focaliser sur l'essentiel. La Côte d'Ivoire, nous, on a un accès de 54%, j'ai vérifié avant de venir ici, à l'électricité. Ce qui veut dire qu'un Camerounais sur deux n'a pas accès. On ne parle pas des coupures, hein, on parle de l'accès. Voilà, 54%. On va développer quel pays avec ça? On va faire quelle valeur ajoutée avec ça? Pourquoi la Côte d'Ivoire a 70% de couverture en taux d'électricité? Le Botswana, près de 80%. Île Maurice, j'oublie l'autre pays. Non, Île Maurice, il y a un autre pays qui n'a pas beaucoup, une grande population, 100%. Pourquoi le Cameroun, qui a plus de ressources en énergie
que tous ces pays-là est à 54%. Donc, première chose, concentrons-nous sur l'essentiel, le structurel. Et on va pouvoir développer notre économie. Nous, on n'a pas un problème économique. On a un problème de gouvernance. On va parler d'un aspect de ce qu'on vient d'évoquer, la crise, les différentes crises, notamment sécuritaires, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais avant, je suggère qu'on regarde cet autre reportage. Il s'agit des mesures prises par le ministère de la Défense, comme c'est souvent le cas en période de fin d'année, pour effectivement permettre aux Camerounais de vaquer paisiblement à leurs occupations pendant la période festive. Suivez plutôt. Autour de Joseph Betty, en somme, ce 5 décembre, tous les responsables du gouvernement en charge des questions de sécurité sont réunis. Objectif, mettre sur pied une stratégie nationale pour que les fêtes de fin d'année se déroulent sans les remous sécuritaires inscrits dans le tableau du MINDEF. On assiste depuis un certain temps à une sorte de régénération de leads terroristes, particulièrement dans les départements du Mayo-Tchanaga, Mayo-Sava et Logo-Nechari, où les combattants du groupe Boko Haram se sont signalés à nouveau par des attaques de masse avec de gros effectifs, comme par le passé, munis d'un arsenal de combat de pointe dirigé contre certains de nos dispositifs sur le terrain. S'agissant des régions du nord-ouest et du sud-ouest, on observe comme une relative vitalité dans les activités des terroristes sécessionnistes. À la frontière Est, la situation reste préoccupante en raison non seulement des besoins de survie des groupes rebelles qui écument cette zone, mais également de la fragile situation politico-sécuritaire dans ces pays frères où des bruits de déstabilisation du régime sont signalés. À notre frontière sud, la situation est relativement calme et bien maîtrisée. La situation sur le plan d'eau et dans toutes les autres régions du pays est globalement maîtrisée. Dans les grandes métropoles, il y a lieu de prendre en compte la migration de la violence terroriste, la remontée opportuniste de la criminalité, du grand banditisme et l'épineuse question de la sécurité routière qui font partie des défis sécuritaires majeurs en ces temps de grande mobilisation et mobilité populaire. Les présentations des chefs militaires et de la gendarmerie ont été suivies d'échanges, puis des résolutions et recommandations ont été prises à l'issue des travaux. L'idée est de mener une poursuite harmonieuse et efficace de l'action des forces de défense et sécurité aux 4 coins du pays. Edith Kalawa, vous dites un discours rassurant. Le gouvernement prend des mesures pour une sérénité dans cette entre-année 2022-2023. Non. Je n'ai rien entendu de nouveau. Nous sommes à Douala, je veux dire qu'on n'entend pas les coups de feu dehors. C'est ça votre barre? Le fait qu'on n'entend pas des coups de feu? Quelle est la vôtre? Ah non. Moi, j'ai 57 ans, monsieur Dipita. J'ai vécu au Cameroun jusqu'en 2015, jusqu'en 2017, pardon, sans entendre même parler des coups de feu. Hein? 2012, à partir de 2012, pardon, parce que c'est là où Boko Haram commence vraiment à sévir. Donc, non, ma barre n'est pas de ne pas entendre des coups de feu. Ma barre est d'avoir des éléments. Et là, je regardais, j'ai noté plusieurs choses. Un, on constate un dispositif sécuritaire qui n'est constitué que des forces armées. Or, les problèmes structurels qui créent l'insécurité, ce n'est pas les forces armées qui peuvent les régler. L'extrémisme qui arrive à recruter chez nous, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un extrémisme qui a trouvé un terrain fertile. Et ce terrain est fertilisé par l'absence des services de base, l'absence de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, de l'emploi, de l'administration civile. Quand vous partez à l'extrême nord,
le nombre de personnes qui n'ont pas d'acte de naissance pour leur enfant, qui n'ont pas de carte d'identité, rien pour les identifier comme Camerounais. Donc vous dites qu'il faut davantage de présence de l'État. Donc c'est l'absence de l'État, et ce depuis des décennies, qui crée ce sentiment de marginalisation, de vraiment il n'y a rien pour moi ici, sur lequel le terroriste ne vient, l'extrémiste ne vient que saisir une opportunité. Donc il faut que l'État du Cameroun se dise comment est-ce que j'ai fait pour créer cette opportunité. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que depuis que les conflits ont commencé, que ce soit pour Boko Haram à l'extrême nord, que ce soit dans le nord-ouest et le sud-ouest, sur cette situation de marginalisation qui est ressentie par les citoyens, on rajoute l'injustice, les arrestations arbitraires, la violence contre la population, les actes de barbarie contre la population. Tant que l'État ne respecte pas son citoyen et ne considère pas que c'est l'État qui est au service du citoyen et non le contraire, on ne va pas avoir une véritable paix et sécurité. Le gouvernement a fait le grand dialogue national en 2019. La semaine dernière, je crois, ces jours-ci, ils ont présenté un résultat au Conseil de sécurité à l'ONU en disant tout va bien au Cameroun. Voilà, on avait dit qu'on va mettre une chambre de common law à la Cour suprême, c'est fait. Voilà, donc ils avaient une petite liste là de statut spécial, etc. Et quand vous écoutez ça, vous vous demandez, mais ils se foutent de qui? D'eux-mêmes ou de nous? Mais ça existe, le statut spécial, la chambre des... Monsieur Dipita, nous sommes des Camerounais. Absolument. Les personnes qui meurent là, c'est nos frères et sœurs. Le statut spécial va résoudre ce problème. Entre août et septembre, il a évoqué la recrudescence des activités parce que vous n'en parlez plus beaucoup, hein, les journalistes. C'est devenu banal. C'est tellement banal. Il faut que 50 ou 100 personnes meurent pour que ce soit un événement qui est couvert par les médias. Mais les gens continuent à mourir tous les jours. Près de 9000 personnes, 8800 personnes ont été déplacées entre août et septembre. De cette année. De cette année. Deux mois. Près de 8000 personnes. Sur ces 8000 personnes, 1200 sont venus vers le littoral et le centre. Quand ils parlent de criminalité urbaine, là, dans leur réunion, des villes, regardez la ville de Limbé, des villes qui étaient construites et qui n'arrivaient pas à donner l'eau et à l'électricité à la population prévue, ont doublé de population à cause de cette guerre. Douala Bonabéry, là, qui tâtonnait pour essayer d'avoir l'eau, d'avoir l'électricité. Maintenant, vous avez 2 fois plus de personnes dans les quartiers. Alors, est-ce que cette réunion, ça va nous apporter des solutions? Vous voyez pourquoi, en réalité, il nous faut une transition politique au Cameroun. Le régime, je regardais aussi l'âge des personnes qui étaient assises autour de cette table. Je l'ai regardé et j'imaginais les jeunes qui sont soit recrutés par Boko Haram ou en brousse avec les groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça fait partie du problème. On a des arrière-grands-pères qui sont assis là, en train, et qui n'ont pas pu faire le minimum, ni pour leurs enfants, ni pour leurs petits-enfants, ni pour leurs arrière-petits-enfants, et qui veulent rester là, assis, pour faire des grandes réunions et dire qu'ils vont trouver des solutions. Non. They have no solutions. These guys, they don't have solutions. Le ministre de la Défense qui est là, c'est quelqu'un d'extrêmement poli, qu'on peut aborder
nous avons déjà fait rapport sur rapport, réunion sur réunion pour dire, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas uniquement avec le fusil venir à bout de ce problème. On a besoin d'une solution multisectorielle, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est que les thèmes de référence ne sont pas toujours en harmonie avec les partis. On persiste. Il y a souvent comme une surenchère entre les différentes parties. La réalité que moi j'ai découvert, donc c'est l'une des choses aussi que nous avons fait. On a opté d'avoir une année un peu calme, mais vraiment dans le plaidoyer. En 2021, tous les mois, Stand Up for Cameroun a produit un rapport sur la situation, voilà, des droits humains. Vous avez, on a fait une conférence de presse mensuelle sur ce sujet et les médias ont bien relayé. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on est parti voir le gouvernement avec ce rapport. On apportait le rapport et on discutait avec eux pour dire, mais regardons les incidents, regardez comment ça se passe. La situation est trop complexe sur le terrain pour imaginer que seule la force, seule la violence, et tout le monde les a dit. Le Cameroun n'est pas le premier pays à avoir un conflit de cette nature. On le sait, il y a des normes, il y a des manières d'aborder ça. Et le régime Biya refuse de mettre en œuvre ne serait-ce que le quart de ce qu'il faut pour vraiment mettre fin à cette crise. Donc oui, ils peuvent mettre un peu plus de policiers dans la rue, à Douala et à Yaoundé, mais est-ce que c'est ça la solution? Nous en sommes aujourd'hui à une situation qui est pourrie. On observe par exemple que aux États-Unis, le gouvernement là-bas, le FBI a commencé à interpeller certains leaders séparatistes accusés ou soupçonnés de financer cette guerre. D'ailleurs, on les traite, ils ont été reconnus coupables de terrorisme pour certains, ils sont 3 déjà, sans compter la quinzaine d'autres. Ils n'ont pas été coupés, ils ont été accusés. Voilà. On attend encore le procès. Ils vont être jugés. Et d'autres sont également pratiquement sur la même liste. Est-ce que cela ne participe pas justement d'une volonté qui c'est dans la coopération entre les États-Unis et le Cameroun d'atténuer un peu cette crise? Je crois que dans tous les cas de figure, toute personne, vous savez que notre position est claire depuis le début de cette crise. Il y a un problème anglophone au Cameroun. Il y a des questions fondamentales de notre identité nationale qu'il faut traiter. Il y a des problèmes historiques qui remontent il y a 60 ans, mais nous ne pouvons absolument pas le faire dans la violence. Les armes, nous l'avons dit dès le départ, quand on voyait venir, on a averti le gouvernement à maintes reprises pour dire attention. Avez-vous averti également les groupes séparatistes qui ont pris les armes? Merci pour cette question. Parce que les gens aiment mettre ces deux groupes à égalité. Je n'ai aucun lien avec un groupe séparatiste. Je ne les paye pas des impôts. Ils n'ont aucune autorité sur moi. Le gouvernement du Cameroun est la personne qui me doit des comptes. Et il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier que cette crise était non violente pendant 1 an. La crise a commencé en octobre 2016 et les premiers groupes armés qui commencent à agir, c'est en septembre 2017. Pendant ce temps, qu'a fait le gouvernement camerounais? Le 8 décembre, on vient de fêter les 6 ans, le 8 décembre 2016, c'est là où le gouvernement camerounais a tué les premières personnes. Vous direz que le gouvernement des États-Unis, ou alors la justice américaine qui interpelle ceux-là, n'est pas dans la bonne approche? Ils sont dans la bonne approche. Toute personne qui a participé à financer, à fomenter, nous, la première fois qu'on interpelle les diplomates, parce qu'on fait aussi beaucoup de plaidoyer auprès des diplomates, la première fois qu'on les interpelle, c'est en 2019
plusieurs ambassadeurs sont présents et on dit, mais on ne comprend pas. Il y a des personnes chez vous qui sont en train d'alimenter la crise chez nous, financièrement, mais aussi avec une communication, avec une propagande, etc. Et tous nous ont répondu, mais madame, nous, on a des systèmes de justice. Le système de justice se déclenche quand quelqu'un dépose une plainte. Allez demander à votre gouvernement combien de plaintes est-ce qu'il a déposées. Chose que nous avons faite. Et M. Dipita, je crains, on va voir, quand le procès va commencer, on aura plus d'informations. Mais je soupçonne que même ces arrestations-ci ne sont pas le fait d'une plainte déposée par le gouvernement du Cameroun, mais plutôt des Américains d'origine camerounaise qui ont été arnaqués pour des rançons à payer de leurs proches. Non. L'un de ceux-là qui ont porté l'affaire devant la justice camerounaise. On va voir. Hein, ce qui est bien avec les procès aux États-Unis, c'est que c'est public. Donc, on va voir. Mais, toujours est-il que le gouvernement Avez-vous confiance en cette du démarche? Cameroun... Vous dites que ça pourrait impacter quand même sur... Je crois que... je crois que oui, ça peut impacter. Mais je crois que... combien ça aurait été bien que ça se fasse il y a 2-3 ans, n'est-ce pas? Combien ça aurait été bien que ça se fasse dès le début? Et pourquoi le Cameroun n'a pas exigé de ses partenaires, ces pays sont ses partenaires, combien de plaintes est-ce que le gouvernement camerounais a déposé? Combien de plaintes est-ce qu'ils ont déposé entre l'arrivée du président aux États-Unis à Interpol, dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique? C'est une coïncidence, le gouvernement américain voulait... Non, écoutez, il va là-bas à une conférence, hein, ils seront, je ne sais pas, une trentaine ou une quarantaine de présidents là-bas. Je ne crois pas que... Le Cameroun n'est pas suffisamment important pour que les États-Unis commencent à faire le timing pour dire qu'on fait ceci à telle heure. Est-ce que les États-Unis les invitent? Non. Non, mais écoutez, ils ont invité 40 autres, ils ont invité tous les 54 présidents. Il faut arrêter avec ça, là. En plus, c'est pas la première fois. Hein. Biya a déjà été là-bas pour le sommet Afrique. Je crois que on doit reprocher au Cameroun de n'avoir pas usé de sa diplomatie, même Interpol. Combien de plaintes avons-nous déposées à Interpol? À ce stade, vous dites que la solution, finalement, c'est laquelle? On a posé déjà cette question, oui. Mais au fur et à mesure que la situation s'enlise, on a le sentiment que les solutions doivent également s'adapter. Absolument. Aux nouvelles. Aujourd'hui, la solution commence... On n'a plus de solution top-down. Il n'y a plus de solution qui peut être décidée au niveau national et tout simplement mise en œuvre. Nous sommes obligés de faire l'inverse, de faire une solution. Il y a 13 départements dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a une 60aine de municipalités. Nous avons besoin d'aller zone géographique par zone géographique. Le dialogue ne peut plus commencer en haut, il doit commencer en bas parce que la situation est tellement complexe en bas. Mais il y a opportunité parce que les gens sont aussi très fatigués en bas. Les gens n'en peuvent plus en bas. Donc, il est possible aujourd'hui. Mais ça demande une initiative crédible. Le gouvernement ne peut pas le faire. Le gouvernement est un acteur coupable de beaucoup de choses dans la crise. Donc, il ne peut pas être celui qui... On ne peut pas faire ça à travers les sous-préfets et les je ne sais pas quoi. Ce que le gouvernement peut faire, qu'on lui demande depuis, c'est de déterminer un processus avec des acteurs neutres. Nous avons des églises dans ces zones qui font un travail formidable, qui font déjà ce type de dialogue. Il y a la société civile dans ces zones qui fait déjà un certain travail dans ces zones. Il y a des acteurs politiques. Donc, on peut avoir un mix d'acteurs crédibles. On ne va jamais avoir quelqu'un qui est accepté par tout le monde, mais qui sont quand même acceptés par la majorité des parties prenantes pour conduire un processus. Des noms des personnes qui peuvent être
À l'époque, on parlait, paix à son âme, du regretté le cardinal Toumi. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui encore des religieux dans ces deux zones-là qui ont une certaine crédibilité auprès de la population. Je sais qu'il y a des acteurs de la société civile qui ont une certaine crédibilité. Une fois qu'on aura identifié ces messieurs, la démarche, le porte-à-porte concrètement, que doit-on dire? Quels sont les engagements que les partis doivent prendre? Comment est-ce que ça doit se faire pour décanter un peu Première chose, on doit passer une loi. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun fait un DDR qui est complètement illégal. Je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte. Et ils font le désarmement qui est complètement illégal. Parce qu'il n'y a aucune loi au Cameroun qui permet... démobilisation, réinsertion. Et réinsertion. Donc, il n'y a aucune loi qui vous permet aujourd'hui de tuer quelqu'un et puis de déposer votre arme. Et puis Donc, la première des choses, c'est qu'il faut un instrument légal. Deuxième chose, il faut le processus de dialogue. Donc, il faut avoir ces personnes crédibles qui vont chapeauter le processus, mais il faut former des médiateurs à plusieurs niveaux qui vont pouvoir conduire ces dialogues parce que ça doit vraiment être conduit au niveau de la base. Une forme de psychanalyse aussi. Et donc, le processus serait dialogue. Il y aura des mécanismes de réparation qui peuvent être décidés par la population elle-même. Nous avons fait une proposition au gouvernement il y a déjà plusieurs années d'utiliser aussi les mécanismes traditionnels de réparation. Parce que nos traditions ont des mécanismes de réparation de torts aussi graves que le meurtre, que le viol, etc. Et au moins dans certaines communautés, ces mécanismes-là seront peut-être mieux accepté que quelque chose. Donc, on a besoin de faire un travail de réflexion. Il n'y a pas de claquement de doigts. On a laissé pourrir une situation. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut trouver les mécanismes, dialogue, psychanalyse, réparation et puis reconstruction. C'est après ça que la reconstruction arrive. Quand on a assaini une base. Mais il faut des choses de reconstruction, il faut des choses rapides, parce qu'il faut créer l'emploi dans ces zones-là. Il faut avoir des alternatives et l'accompagnement sur le plan psychologique doit aussi s'envisager à court, moyen et long terme, parce que la destruction est très grave. On va prendre notre stop dans cette émission pour cette fois-là parler de cette fin de formation pour certification d'aptitude numéro 3 avec plus de 300 stagiaires gendarmes. C'est à Yaoundé. La formation du 19e stage de certificat d'aptitude et technique numéro 3 qui prend fin ce 9 décembre a démarré le 29 août 2022. 944 stagiaires étaient concernés. Les enseignements dispensés étaient consacrés sur l'ordre public, la police judiciaire, la formation au commandement et la formation générale des modules impératifs pour décocher le CAT3. La particularité du CAT3, c'est qu'il s'agit d'un niveau élevé de formation dans la gendarmerie nationale. Les stagiaires sont des sous-officiers formés pour tenir des emplois, soit d'adjoint au commandant de brigade ou de commandant de peloton, soit de commandant de brigade ou de chef de poste à la gendarmerie nationale. C'est chez les sous-officiers le niveau le plus élevé de commandement. Outre le commandement, ils sont désormais aptes à rédiger de bons rapports, dresser les procédures judiciaires au profit des autorités judiciaires, veiller au maintien de l'ordre public. Le haut commandement, représenté par le général de brigade Tungé Elias, leur a recommandé professionnalisme et travail acharné. Beaucoup reste à faire. Vous êtes formés pour occuper des fonctions importantes dans les pelotons, brigades, postes et bureaux dans les services de la gendarmerie nationale. Cela requiert un perfectionnement continu et une écoute permanente des conseils de vos supérieurs. Pour les récipiendaires, c'est une étape importante franchie dans leur carrière. Je remercie le haut commandement pour toutes les dispositions qu'ils ont prises pour que nous ayons une formation qui est meilleure et digne de ce nom. Nous leur promettons d'appliquer tout ce qu'ils nous ont inculqué comme connaissance et comme valeur sur le terrain. Il ne reste qu'au haut commandement de nous faire confiance en nous nommant dans les postes de responsabilité, pourquoi pas. Toujours par souci de primer l'excellence, faculté a été donnée par le commandement aux 3 premiers lauréats du CAT3 de faire 3 choix d'unités d'affectation.
À 20h06, nous sommes avec Edith Kawala, la présidente du Cameroun People Party, pour évidemment commenter l'actualité nationale de notre pays et voir les propositions que son parti fait, évidemment, pour essayer d'avancer dans les multiples crises qui concernent le Cameroun. Cela dit, parlons politique à présent, purement politique. Oui. Et justement, dans le champ politique, notamment aux côtés de l'opposition, on parle beaucoup d'alternance. Alternance, les élections, on l'a dit, c'est naturel, c'est en 2023. Si le calendrier est suivi, on aura les présidentielles en 2025. Mais dans cet environnement-là, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du parti au pouvoir, avez-vous des perspectives, avez-vous des éléments, des indices qui montrent que l'opposition camerounaise, je sais que vous parlez des oppositions camerounaises pour certains, a suffisamment d'empreintes dans l'opinion qui sait peut-être pour faire bouger le parti au pouvoir, qui, comme on le sait, quand même implanté assez suffisamment. Monsieur Dipita, je n'en suis plus à ni l'opposition camerounaise, ni les oppositions camerounaises. Je suis avec le peuple camerounais. D'accord. On est à l'heure où ce peuple-là doit s'exprimer. C'est quoi le schéma? Le peuple doit déterminer. Qu'est-ce qu'on veut? J'ai un ami, je me fâche avec lui quand il dit ça, mais vous savez, vous vous fâchez de quelque chose et à l'intérieur, vous dites, il a quand même raison. Il dit, nous aussi au Cameroun, on fait semblant d'être un pays. Donc on doit décider, est-ce qu'on va continuer à faire semblant? Ça fait 40 ans. Et ça nous a menés où nous sommes là. Quand nous regardons nos vies, est-ce que c'est ça qu'on mérite? Ce n'est pas une question de l'opposition, des ancrages ou de pas d'ancrage, etc. Quand nous sommes là en 2022 et qu'on n'arrive pas à avoir l'eau à boire, l'électricité, les routes sont dans l'état dans lequel ils sont. What are we talking about? Le chemin, il est connu. Donc ce n'est pas... D'aucuns aperçoivent comme une alternance à l'intérieur qui pourrait perpétuer le régime. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? That is the question. Est-ce que... les gens sont surpris que le régime veut se perpétuer. Ça fait 40 ans qu'il se perpétue. Il n'y a aucune surprise. Quel que soit le chemin par lequel ils vont essayer de se perpétuer, enfin, si les Camerounais sont surpris par ça, ben dis donc, les gens sont là depuis 40 ans et vous êtes surpris qu'ils veulent rester un peu plus longtemps? Non. Bien sûr qu'ils vont vouloir se perpétuer. That is not the question. La question, c'est nous. Qu'est-ce que nous, on veut? Et qu'est-ce que nous décidons de faire pour entrer dans la conversation? Les Camerounais, nous sommes au carrefour. Soit les Camerounais vont continuer à observer leur propre vie comme des spectateurs, parce que c'est ce que nous faisons. Je dis souvent aux gens que non, la politique, it's not a spectator sport, c'est pas le foot. Peut-être qu'ils se disent dans leur fort intérieur qu'au regard du panel de propositions, tant qu'à faire, autant mourir. Autant mourir, parce que c'est mourir qu'on est en train de faire. Le statu quo. Non, il n'y a pas de statu quo. Donc les gens disent le statu quo comme si il y avait quelque chose de stable quelque part. L'autre interrogation, il n'y a aucune stabilité. On est en train de reculer. C'est justement dans l'offre politique, l'offre d'alternance, l'offre de changement, qui c'est peut-être que l'opinion n'est pas suffisamment convaincue pour pousser cette mobilisation-là. Je crois que le problème est avec ce discours. Vous ne m'avez pas suffisamment convaincu sur ma vie. Non. Il n'y a pas de conviction à faire sur votre vie. Il y a à vous lever, entrer dans la danse et définir ce que va devenir votre vie. On n'est pas...
disent les jeunes, on n'est pas en France ici. Hein? On n'est pas dans un pays où on regarde les offres politiques et on décide, non, on est dans un pays où, parce que j'ai fait une réunion politique, je vais en prison. Donc pour le moment, le travail que nous avons à faire, vous et moi, c'est d'avoir un pays où on peut avoir une offre politique. Voilà le travail que nous avons à faire. Et ça, on doit le faire ensemble. Ça se fait par la revendication, ça se fait par la mobilisation, ça se fait par la protestation, ça se fait par la définition d'une refondation du pays. Oui, mais je veux dire, ça, ce sont les grandes lignes. Je demandais, c'est quoi le schéma? Mobilisation, refondation, tout ça là, ça se matérialise comment? Rejoignez un mouvement. D'accord. Today, pas demain. Aujourd'hui. Nous avons Stand Up for Cameroun, qui est pour la refondation du Cameroun, très ouvert. Il y a d'autres partis politiques qui sont pour la transition. On est très contents. Hein. Aujourd'hui, tout le monde parle de transition politique. Ça fait beaucoup d'années que nous, on en parle. Rejoignez. La première des choses des Camerounais, c'est rejoindre. Est-ce que ce n'est pas aussi la faiblesse de ce schéma, de se dire, chaque fois on dit, il faut que les Camerounais se mobilisent, il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils fassent. Et quand on leur demande de se mobiliser, chacun dit, mobilisez-vous vers moi, mobilisez-vous chez moi. Ah, donc est-ce qu'il faut... Est-ce que la bataille... Absolument. Est-ce qu'au bout du rouleau, la bataille ne redevient pas individuelle, partisane? La première des choses, c'est que nous, à Stand Up for Cameroun, ça fait 2014 qu'on a créé Stand Up for Cameroun, 2016 qu'on a rendu ça public aux Camerounais et où on a dit on n'est pas dans une bataille partisane. Donc on n'est pas dans voter pour Kawala. On est dans refondons le pays ensemble. Une fois qu'on a refondé le pays ensemble, je serai la première en ligne pour dire voter. Tout le monde s'assoit, le président quitte le palais et tout le monde dit on refait la constitution comme ça. Mais pourquoi vous le dites en riant comme si ça ne s'est pas déjà fait plusieurs fois dans l'histoire? Ben, je voudrais bien comprendre. Ça s'est déjà fait plusieurs fois dans l'histoire. Vous n'êtes pas au courant qu'on a déjà fait partie des chefs d'État? Ou bien après le départ du chef d'État, on s'est assis pour dire que va devenir le pays. Et la chance, comme je dis, que le Cameroun a, c'est de venir faire ça après que d'autres l'ont fait. Donc, toutes les erreurs qu'eux, ils ont commis, on est capable de dire il faut faire différemment. Mais justement, il faut faire... Ou des régimes militaires se sont plutôt... Il faut faire différemment pour sortir de l'auberge. Quand on cherche une solution pour soi-même, Monsieur Dipta, j'aime bien cette interview. J'aime bien cette interview parce que vous avez vraiment la posture des Camerounais. Je suis assis, je regarde ma vie. Je suis en train de tomber dans le ravin, mais je regarde encore, j'étudie, je me dis la tête de cas. Autant rester avec Paul Biya. Et vous savez, c'est une option. C'est une option. À la seule différence que vous connaissez le résultat de cette option. Ça fait 40 ans. Donc vous savez exactement là où... Vous savez, à chaque fois, cette question est posée à l'opposition, comme si nous, on est sur un... comment dire, on est devant la barre pour être jugé de quelque chose. Non, Mr. Dipita. Si c'est le choix que les Camerounais font de rester avec M. Paul Biya, je n'ai aucune baguette magique. Donc, à tous ceux qui sont dans le rôle, voilà. À ceux qui sont dans les institutions en termes de partis d'opposition, vous leur dites, vous perdez votre temps. Je dis, ceux qui ont choisi d'aller dans les institutions, ce qui n'est pas du tout mon choix, la reproche que je leur fais, c'est que quand ils entrent dans ces institutions, ils savent que ces institutions sont... qu'ils ont très peu de chances de modifier quoi que ce soit dans ces institutions sans un travail à l'extérieur. Donc, leur présence dans les institutions
pourrait nous servir, parce que quand on est dedans, on a certaines informations, ça pourrait nous servir s'il y avait ce relais pour dire à la population, attention. C'est le même discours que vous dites à ceux qui ont choisi d'aller aux élections. Voici ce qui se passe, etc. Aller aux élections aujourd'hui, je dois vous avouer que je ne comprends pas ce choix-là. Je dois vous avouer que c'est difficile pour moi de comprendre. L'objectif serait quoi? Aller aux élections aujourd'hui avec tout ce qu'on sait. Gagner les élections. How? We just did that. On a encore des gens en prison. Vous n'y croyez pas? Croyez pas que vous y croyez? Vous croyez pas qu'en l'état actuel, un parti politique de l'opposition peut gagner les élections au Cameroun? Nous, on n'y croit pas. Et ce, depuis 2014. On le dit. On n'y croit pas du tout. Et je crois que c'était encore possible. Enfin, on pouvait encore avoir ces illusions il y a quelques années. On n'avait pas suffisamment d'informations. Mais aujourd'hui, aller aux élections... Dans ce cas, que dites-vous à tous ces partis de l'opposition qui se préparent à y retourner, à s'engager à nouveau sur le chemin électoral? Je ne comprends pas. Et je dois avouer que on n'a pas eu l'opportunité d'en discuter. Donc, je ne connais pas toute la réflexion qu'il y a derrière leur choix. Mais à mon petit niveau de réflexion, ce n'est pas compréhensible pour moi aujourd'hui au Cameroun de dire qu'on va aller aux élections. On a fait des élections en 2019. Il y a des personnes en prison encore à l'heure où nous parlons. On a refusé les élections de 2018 en disant soit on va aller à une élection qui est pour tous les Camerounais, soit on n'ira pas. La situation dans le nord-ouest et le sud-ouest est pire. En 2018, on pouvait encore faire campagne dans quelques petites villes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore faire ça? Une bonne partie de l'extrême nord, on ne peut pas faire ça. Ces personnes sont en train d'aller aux élections pour qui? D'accord. On va prendre le dernier reportage de ce soir et derrière revenir parler de la Coupe du Monde Qatar 2022, du moins la participation du Cameroun. Écoutons le ministre de la Santé publique qui s'exprime sur la question de la couverture santé universelle. Le problème a été posé à nouveau à l'Assemblée nationale lors de la dernière session. S'agissant du niveau de mise en œuvre de la couverture santé universelle, comme je l'ai dit, tout devra commencer par l'encadrement juridique. Et donc, nous avons préparé un avant-projet de loi. Nous avons préparé les 7 projets de décrets qui sont des décrets d'application de cet avant-projet de loi. Et le gouvernement est en train d'examiner, n'est-ce pas, cet avant-projet de loi et ces décrets d'application. Et donc, normalement, c'est l'aboutissement de cette démarche juridique qui pourrait nous permettre de déployer sur l'ensemble du territoire la CSU. Maintenant, sur le plan technique, comme vous le savez très bien, le contrat de partenariat a été signé, la société de projet a été créée et sur le plan technique maintenant, vous avez le déploiement, n'est-ce pas, de la logistique avec la construction à près de 90% aujourd'hui des data centers de Yaoundé et de Douala, les déploiements dans les régions et dans les départements des centres d'enrôlement. Nous avons 8 régions qui sont déjà couvertes et nous avons du matériel d'enrôlement en mobile qui peut être utilisé dans les autres régions en attendant que tout cela soit déployé. Et donc, globalement, sur le plan technique, je peux dire aujourd'hui que nous pouvons commencer les enrôlements. Maintenant, qui est concerné? C'est-à-dire, j'entends par là le panier de soins. Qu'est-ce qu'on va faire en réalité? Parce que comme nous n'avons pas encore l'encadrement juridique, nous devons shifter maintenant vers une phase pilote. Et une phase pilote qui ne concerne pas l'ensemble de ce que nous pouvons déployer dans le cadre de la CSU. Et donc dans cette phase pilote que nous avons structurée autour déjà de tout ce qui est pris en charge, n'est-ce pas, en termes de subventions, que ce soit par l'État, que ce soit par les partenaires, nous avons au cœur de ce panier de soins et au cœur de cette phase pilote,
Retour donc sur le plateau. Madame Kawala, on va du moins parler à présent, on va faire du sport, du football. Et vous intéresse cette coupe du Monde? Vous la regardez? Absolument. Je suis une Camerounaise, comment dire, donc l'amour du foot. Je viens d'une famille, la première personne qui m'a amenée au stade, c'était ma mère. J'ai un frère qui gagne sa vie par le football, il est coach. J'ai un neveu qui tente sa chance actuellement à devenir... Voilà, donc on est dedans. Et puis, en plus de ça, en tant que politique, on ne peut pas mentir, on envie le sport. Parce que si nous, on pouvait autant intéresser les gens. Donc, c'est ce moment qui galvanise, où tout le monde est réuni, où vraiment, on a un sentiment partout dans le monde. Ce n'est pas propre au Cameroun, c'est le moment national. C'est le pays qui joue. Je pense que vous avez été déçus, un peu comme l'opinion publique. On regarde la performance de la prestation, des résultats obtenus, même si la performance a été améliorée. Ça fait quand même un bout que le Cameroun n'était pas sorti d'une Coupe du Monde avec 4 points, n'avait pas gagné un match, qui plus est, le Brésil n'avait pas fait de match nul. Donc, malgré cette performance, vous êtes certainement déçus de cette élimination, vous allez dire précoce, prématurée, ou alors... Monsieur Dipita, je vais venir sur cette question, mais je voudrais dire qu'il y a 2 dossiers très importants qui nécessite, et là je fais vraiment appel à la FECAFOOT, mais aussi à la justice camerounaise. Voilà, merci, j'utilise les acronymes camerounais et j'oublie qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Donc la Fédération camerounaise de football, mais aussi au ministère de la justice camerounaise. Il y a une dénonciation de pédocriminalité qui a été faite sur les réseaux sociaux en nommant un individu comme étant quelqu'un qui est pédophile, et ce depuis des années dans le monde du football à Bafoussam. Pour moi, c'est déjà trop d'heures. Trop d'heures se sont passées pour que personne, aucune autorité camerounaise ne se saisisse de ce dossier pour dire... La question n'est pas il est coupable, il n'est pas coupable, mais une accusation de cette nature qui impacte ce nombre d'enfants sur ce temps doit être traitée immédiatement. Le deuxième dossier, c'est les morts d'Olémé. On a eu, devant le monde entier, une situation tellement grave qui a résulté en la mort des Camerounais. Soulager les familles, c'est OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? La FECAFOOT, toute l'organisation autour du football, le ministère de Sport, nous doit des explications en tant que Camerounais, et on doit à ces familles la justice. On doit la justice à ces familles. Donc, avant qu'on ne parle de comment on a joué, etc., ce sont des questions qui touchent vraiment les citoyens camerounais. En d'autres termes, vous n'êtes pas suffisamment satisfaite de la façon dont les autorités ont jusqu'à présent mené cette opération-là en termes d'enquête à l'époque pour l'affaire de Libé. Je rappelle que c'était dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, oui. Qu'on a organisée il y a un an, oui. Bref, c'était pratiquement cette année, oui. En janvier, oui. par là. Oui. Et vous attendez toujours des résultats, des réponses? Absolument. Il avait été créé une commission d'enquête, je crois, et puis on n'en a plus jamais entendu parler. D'accord. Et c'est très important que la fédération et que les autres autorités autour du football fassent vraiment l'enquête, parce que s'il n'y a pas d'enquête, ça veut dire que ça peut se reproduire. Donc c'est extrêmement important. Sur les performances à la Coupe du Monde. Sur les performances à la Coupe du Monde, je dois dire que je faisais partie de ces Camerounais-là j'ai ménagé mon cœur, donc j'avais pas beaucoup d'espoir. J'avais pas beaucoup d'espoir parce que le peu
que je connais du football, je vous ai dit, il y a beaucoup de monde autour de moi, c'est que, en fait, c'est le travail qui donne le résultat. Et le Cameroun, comme les autres pays africains d'ailleurs, mais je crois beaucoup le Cameroun, on a un pool de talents extraordinaire. Même dans cette Coupe du Monde, je ne sais pas si les gens se sont rendus compte, mais j'ai demandé aux statisticiens de foot vérifier, parce que je crois qu'on était le pays qui a le plus fourni des joueurs aux autres. 35. Hein? Donc, il y avait 35 à mon avis. Il y avait 35 pour sélectionner plus 9 et autres. Voilà. D'origine. Voilà. Donc, vraiment, on a un pool de talents extraordinaire. Mais le talent ne suffit pas. On doit faire le travail. Et ceux qui sont dans le football, mon neveu, il a 19 ans aujourd'hui, il évolue en Allemagne, mais il a commencé à jouer au football à 4 ans, à 5 ans. Et il joue depuis de haut niveau de compétition. Vous avez le sentiment qu'en l'équipe actuelle de la fédération, il y a un espoir, il y a quand même un potentiel qui peut permettre que tout cela se fasse dans l'organisation, dans l'harmonisation, avec la volonté de développer, de professionnaliser ce football? Je pense qu'il faut qu'on travaille. je pense qu'il faut qu'on travaille. Je pense qu'il faut qu'on assainisse. Il y a aussi des rumeurs autour de notre équipe de foot. Et je pense que c'est important que la fédération cesse de se défendre. Hein. Ils sont beaucoup dans le « on nous a attaqués, on fait un communiqué ». Non. Qu'ils arrêtent ça et qu'ils se focalisent vraiment sur le fond, parce que des rumeurs de joueurs qui payent pour jouer, c'est pas bien. Hein? Il faut qu'ils fassent le nécessaire pour que ça n'ait plus lieu. Et dernier élément sur le football, je souhaite qu'ils reviennent vraiment sur la décision de perpétuité du président. C'est très mauvais. Dans un pays où on a eu un président pendant 40 ans. Nous sommes le 11 décembre. Je sais votre agenda suffisamment chargé. Même si on a toute la volonté du monde de vous avoir à la fin de l'année, n'est pas certain qu'on vous aura. 2023, que diriez-vous à l'opinion, au public, aux Camerounais? 2023, je dis aux Camerounais, on a beaucoup parlé de l'attente des Camerounais. Je crois que c'est la peur. Je dis aux Camerounais de surmonter la peur. On doit avoir plus peur de l'avenir qui se dessine devant nous, là, qu'on voit, que de l'action du moment que nous devons mener et que nous sommes capables de mener. On l'a mené pour avoir notre indépendance, on l'a mené en 90 pour avoir plus de liberté politique, on a mené en 2008 quand ça n'allait pas. Donc dans notre histoire, nous nous sommes levés beaucoup de fois. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de nous lever de manière encore plus intelligente, de manière encore plus stratégique, mais ça exige que les Camerounais prennent en charge leur destin, rejoignent les mouvements et aillent progressivement dans l'action non violente. Élite Kawala, merci infiniment d'avoir choisi peut-être STV pour terminer votre année. Merci. Merci. Je n'ai pas encore terminé l'année, mais... bonne continuation. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'être à nouveau ici. Nous encore plus, évidemment, on a toujours le plaisir de vous avoir et on vous est disponible, on vous aura toujours autant que cela nous le permettra. D'avance, bonne année à vous. Bonne année. Bonne année à tous les Camerounais qui nous écoutent et Camerounaises. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi, un début de semaine. Je vous souhaite d'avance une excellente semaine. Bonsoir.